Avec Jean-Luc Aubarbier. Bonjour Jean-Luc Aubarbier. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes le deuxième auteur qu'on présente dans le cadre de Polar à l'encre. Vous êtes historien des religions, vous vous êtes intéressé beaucoup au Cathare, aux Templiers, et vous avez près d'une quinzaine de romans, dont une série fameuse consacrée à Pierre Cavaignac et Marjolaine Caradec, deux archéologues qui nous entraînent dans les coulisses de la franc-maçonnerie. On a souvent eu l'occasion de se rencontrer, d'évoquer, c'est absolument passionnant. Et aujourd'hui, alors là, c'est vraiment aux presses de la Cité, ce bouquin, Un kibboutz en Corrèze, dans lequel on se retrouve en 1933 avec des juifs allemands et communistes accompagnés de filles en short, quelle honte, à Nazareth, mais pas n'importe où, à Nazareth, en Corrèze. C'est hallucinant et c'est absolument improbable. C'est improbable et c'est pourtant vrai. C'est une des caractéristiques que j'ai dans tous mes romans d'ailleurs. Je pars toujours d'une histoire vraie, généralement assez étrange, ou d'un personnage détonnant, je dirais, et peu commun. Et là, c'est le cas, bien sûr, pour ce dernier roman qui est sorti auprès de la Cité. Un kibboutz en Corrèze à Nazareth. Une histoire vraie qui commence en 1933. Quand Hitler arrive au pouvoir, donc il y a 3 millions de réfugiés qui quittent l'Allemagne, et dans beaucoup de juifs bien sûr, et le baron de Rothschild va louer une ferme. Dans un endroit, il cherche un endroit isolé, on sait qu'il a une relation à Brive qui lui propose Nazareth, probablement que le nom a vu jouer, parce que pour un kibbutz, Nazareth, évidemment, ça parle un petit peu, et donc va louer une ferme de 75 hectares à Nazareth pour former ces jeunes juifs à l'agriculture, parce que pour leur permettre de partir en Palestine. La Palestine est anglaise, à l'époque britannique, et ils n'acceptent des migrants que s'ils sont agriculteurs. Pour pouvoir bien sûr travailler la terre, terre assez désolée. Et donc le baron de Rothschild loue cette ferme et confie la gestion de l'exploitation au Ichalutz, qui est le mouvement des pionniers, qui est le mouvement qui s'occupe des kibbutz en Palestine. C'est un système communiste, un système... non, je précise, non léniniste, c'est du communisme qui date de 1900, ce n'est ni stalinien ni léniniste, c'est un communisme un peu utopique, où tous décident, tous se votent, personne ne possède rien, donc ça a un petit côté mai 68 avant la date, je dirais. Oui, et puis il y a ce paradoxe étonnant de Rothschild qui invite donc des communistes à venir s'installer. Mais je voudrais lire en exergue trois ce que vous avez mis en exergue, parce que ça donne exactement le sens du livre. Les juifs pessimistes ont fini à Hollywood, les optimistes à Auschwitz. Et ça, c'est Billy Wilder qui disait ça, le cinéaste juif, en 1934. Et puis vous citez aussi Jean Ferrat, évidemment, Nuit et brouillard, il s'appelait Jean-Pierre, Natacha, Samuel, certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Et enfin, le général de Gaulle, et dire que tout cela a commencé avec quelques juifs, quelques monarchistes et les pêcheurs de l'île de Sein. En fait, il y a pratiquement tout le projet. On retrouve ces deux projets pour les juifs, c'est-à-dire l'un projet d'intégration dans les sociétés démocratiques, et puis le projet d'émigration en Palestine. C'est complètement paradoxal d'ailleurs que ce soit effectivement Rothschild qui ait mené ce projet-là. Oui, d'ailleurs, ça ne s'est pas passé sans anicroche, hein, puisque effectivement, les Rothschild ont toujours financé les mouvements sionistes, et eux-mêmes sont à la fois, bien sûr, pas communistes, je suppose que ça, tout le monde sans doute, mais en plus, ils ne sont pas du tout sionistes. La vision pour les Juifs, le projet de Rothschild et de ses amis, dans l'un qui s'appelle Jacques Elbronner, qui fonde le kibbutz avec Rothschild, et qui est un grand ami du maréchal Pétain, ce qui ne lui portera pas vraiment bonheur, mais c'est un grand ami de Pétain. Effectivement, eux, ils ont une vision, le juif doit s'intégrer, ils n'ont plus, et d'ailleurs, ils ne donnent pas le prénom juif, hein, ils ont tous des prénoms qui sont des prénoms bien chrétiens, ils ont une vision extrêmement laïque de la religion juive, elle ne doit pas se voir. Je sais qu'en Afrique du Nord, on appelait le Chouraki disait qu'on appelait la bar mitzvah, c'était la communion, la circoncision, c'était le baptême, on la cache tout en la pratiquant, mais non pas pour la cacher, bien c'est rien à cacher, mais pour qu'elle n'apparaisse pas, qu'elle ne gêne pas, c'est très 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 laïque. Et les kibbutzniks, eux, alors, ont une vision, ils sont juifs et ils sont totalement laïques, ils ne sont pas du tout religieux. Hein. C'est le mouvement à cette époque-là,
qui est strictement communiste. Donc ces jeunes qui débarquent, qui sont... Mais quand je reviens sur les exergues que je viens de lire, parce que dans le premier exergue, il y avait les juifs optimistes sont partis à Hollywood. Et, non, c'est le contraire. C'est le contraire. Malheureusement. Oui, oui. Et là, on voit effectivement aussi que en 1933, ce kibbutz se crée, mais très vite, la situation va devenir très pessimiste pour eux, et notamment l'hostilité du préfet. Voilà. D'une part, ce sont des gens qui sont destinés à ne pas rester en France. Ça, c'est Rothschild qui le veut au début parce qu'il a peur de mouvements antisémites en France. Il dit il ne faut pas que tous ces gens qui migrent en France restent en France. C'est des projets un peu farfelus. Il se crée un projet d'un Einsteinville qui a vraiment existé. C'est-à-dire Einsteinville, il y a l'idée de créer dans le Lot, donc pas très loin du kibbutz, hein, c'est des régions pas très peuplées. Le Lot, la Corrèze, la Dordogne, c'est un peu les déserts, encore plus à cette époque-là. On veut créer un Einsteinville, on met une ville où il y a 30 000 juifs. Et Rothschild dit vous êtes complètement fous, ça va faire monter l'antisémitisme, c'est une idée. Il faut que ces juifs se forment et partent, qu'ils ne restent pas en France. Donc déjà, il anticipe un petit peu. Lui-même partira au dernier moment en 40, il anticipe déjà ce problème-là. Et c'est vrai qu'il y a, dans tout bon roman, il y a un méchant, et là aussi, j'ai un méchant naturel. J'ai eu besoin de rien inventer dans ce roman. C'est-à-dire, le sous-préfet de Brive, qui est un fasciste, il y a beaucoup de gens qui sont idéologiquement fascistes en France dans les années 30, va tout faire pour faire fermer ce kibbutz. Il va travailler, moi j'ai tous les rapports de police, j'ai tous les articles de presse qui sont parus à l'époque. Il va donc persécuter vraiment le kibbutz, essayer de démontrer qu'ils sont dangereux, qu'ils sont inutiles, que ce sont des espions nazis, enfin, que ce sont vraiment, c'est la fake news par excellence, à l'époque où il n'y a ni télé ni internet, mais ça marche très bien. Et effectivement, il finira par faire fermer le kibbutz, où il passera quand même 800 jeunes qui font leur peau. Pour tous ceux qu'on a pu identifier, parce qu'on n'a pas pu identifier tous les membres, sont partis, ont sauvé leur vie, ils sont partis avant 1935. Alors dans les romans ou dans les travaux de Jean-Luc Barbier, il y a toujours des anecdotes qui sont absolument invraisemblables. Et là dans ce roman, j'ai découvert l'histoire de Nénette et Rintintin. Alors vous allez nous la raconter parce que ça vaut quand même son pesant de nougat. Nénette et Rintintin, tout le monde connaît. Rintintin, le héros de la télévision, mais on ne sait pas que c'est né en France. Exactement. Alors ça, c'est un souvenir personnel de ma mère. La deuxième partie du roman se passe pendant la guerre, et on va partir à Sarlat. Et ma mère, pendant la guerre, me racontait qu'elle allait avec ses sœurs, elle était en 24, mais elle n'avait pas 20 ans encore, et ses sœurs étaient plus jeunes, avec des amis résistants, elles n'étaient pas les plus résistantes, elles allaient fabriquer des poupées en laine qui étaient vendues au profit de la résistance, qui s'appelait Nénette et Rintintin. Je connaissais cette histoire comme ça, bien sûr je connaissais Rintintin, le chien, que j'avais vu à la télévision comme tout le monde. Et j'ai creusé un peu cette histoire, j'ai cherché les témoins, j'ai fini par en trouver. Alors effectivement, l'histoire de Nénette et Rintintin, ça commence à la guerre de 14. Un petit peu avant la guerre de 14, c'est Poulbeau, le peintre, qui crée deux personnages, un garçon et une fille, Rintintin pour le garçon, Nénette pour la fille. Et ça devient des petits porte-bonheur que les soldats en 14-18 portent sur eux, portent autour du cou, comme un chapelet un petit peu. Ils ne sont pas tous croyants, donc ils portent ça. C'est un porte-bonheur que les mères, les fiancées, les sœurs, les marraines de guerre leur donnent. Et à la fin de la guerre, en 18, il y a un aviateur américain qui connaît, donc qui porte lui-même ce genre de choses. Il recueille 2 chiots dans un chenil abandonné, 2 petits bergers allemands, un mâle et une femelle, qui va appeler donc Nénette et Rintintin. Et Rintintin se révèle être un chien très intelligent, et il commencera à être le premier Rintintin, parce qu'il y a toute une série qui tournera des films muets. C'est pas ceux que moi j'ai vus dans mon enfance. Le cinéma muet, ça n'existait plus quand j'étais petit. Il tournera une trentaine de westerns. Et il sera tellement célèbre, quand il mourra, on va le rapatrier en France, il est enterré en France. Et il aura une descendance, il a eu une descendance, il va y encore avoir des Rintintins aujourd'hui, et dont celui qui tournera Fort Apache avec le petit Rusty, etc. Ce que j'ai vu et ceux de ma génération doivent connaître. Voilà, il doit encore y avoir des Rintintins qui tournent peut-être aujourd'hui. Voilà, et donc, Nénette et Rintintin, j'ignorais que c'était des poupées. Effectivement, qu'elles avaient été remises au goût du jour à la moment de la guerre pour financer la résistance. Alors j'ai lancé un peu un appel sur internet, j'ai eu des témoignages à plusieurs mois, et j'ai retrouvé une personne qui savait encore les faire, effectivement. Donc j'ai des Nénettes et Rintintin. Maintenant, moi je ne sais pas les faire, je suis trop mauvais pour ça. Mais effectivement, j'ai des poupées Nénettes et Rintintin. On peut encore en faire, apparemment c'est pas difficile. Voilà ce qu'on peut lire dans les romans de Jean-Luc Barbier. Je vous conseille vraiment de lire ça, c'est une histoire vraie.
mais c'est un roman avec des personnages vraiment passionnants, une très belle histoire. Et je voudrais terminer pour la dernière question, dire, puisque notre thème c'est polar et dystopie, Jean-Luc Aubarbier, vous avez vos deux héros, Karadec et Marjolaine, là, qui sont les archéologues qu'on retrouve dans toute votre série sur la franc-maçonnerie. Si vous deviez les projeter dans un futur proche, qu'est-ce que vous envisageriez pour eux de plus sombre? Alors, le problème, j'ai envie de dire que tous les romanciers sont toujours un peu dans la dystopie, parce que j'en triche toujours, on ment toujours. Le futur, je ne sais pas. Le passé m'intéresse plus, en définitive. Oui, je parce que moi, je suis plutôt historien. J'aimerais leur faire vivre une chose qui est mon fantasme personnel, si je peux vous le livrer, mon fantasme historique. Vous savez, on demande toujours, mais quelle époque vous aimeriez vivre? Alors, il y en a des tonnes. Moi, j'ai écrit de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Il y a des tas de choses que je pourrais dire. Mais en fait, vraiment, intimement, mon rêve secret, celui que j'aimerais faire vivre à mes héros, c'est d'avoir 20 ans en 1940 et d'entendre l'appel du général de Gaulle le 18 juin et partir. Je trouve ça, il y a une geste presque chevaleresque, qui est chevaleresque totalement, c'est pour ça qu'il a créé les Compagnons de la Libération. J'avoue que c'est un fantasme personnel qui me hante, qui me travaille. J'ai une admiration sans borne pour des gens qui sont, quelles que soient leurs opinions, mais qui sont partis, là, les pêcheurs de l'île de Saint, ils entendent parler d'un truc, ils ne savent même pas qui c'est, de Gaulle, personne ne le connaît. C'est pratiquement un épisode biblique, si vous voulez, ils entendent une voix, ils partent. C'est génial. Et voilà ce que j'aimerais faire. Merci beaucoup Jean-Luc Aubarbier. Je vous rappelle donc le livre Un petit bout de Centre-Forest. Vous pourrez retrouver Jean-Luc derrière son tonneau, lui aussi, tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup.